Alors, il y avait une question plus sur les garanties, le collatéral, qui avait été posée par monsieur. Je n'ai pas bien compris parce qu'il semblerait que j'ai dit à un moment donné qu'on ne rémunère pas l'épargne. C'est ça? Je n'ai pas très bien compris la question. Sur les garanties, quoi. C'est sur les garanties? Sur la rémunération? Pourquoi l'épargne n'était pas rémunérée? Oui, je voulais suggérer, parce que je suis un petit peu, c'est pas choqué, mais je trouve un peu étrange, que d'un côté on demande des intérêts, nous le savons dans la microfinance, qui sont très élevés aux gens qui empruntent, et qu'on trouverait naturel de ne pas rémunérer les gens qui placent. D'un autre côté, un placement, ça peut apporter du collatéral. L'idée que j'ai derrière la tête, c'est l'aspect moral de gens qui, vous nous dites, ils sont des très pauvres qui épargnent. Nous sommes dans une société où les gens qui ont les moyens n'épargnent pas, donc je trouve que c'est très estimable, et que ces gens-là doivent être... La relation avec un banquier est toujours une relation de confiance, donc quelque part devrait être récompensé de cette capacité culturelle. Et j'ai une autre question, est-ce que le fait de ne pas rémunérer les placements est dû à la charia, au fait qu'on n'a pas le droit de rémunérer les apports d'argent? Bon. Non, d'abord je pense que j'ai rectifié un peu parce que je n'ai pas dit qu'on ne rémunérait pas l'épargne. Bon. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il faut savoir pourquoi les coopératives d'épargne ont été créées. Lorsqu'on regarde historiquement, en fait, là, ça a été créé pour la sécurisation de l'épargne. Donc, ça fait qu'effectivement, tous les modèles institutionnels que nous avons se sont bâtis également sur cette mobilisation, sans rémunération de l'épargne, parce que quand même, on apportait l'institution financière au pied de l'arbre au niveau du village. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est la première vague. La seconde vague, maintenant, c'est qu'en allant vers le milieu urbain, et puis avec toute l'accumulation qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, la rémunération de l'épargne est posée dans toutes nos institutions. Et il y a même certaines qui ont commencé déjà à rémunérer cette épargne-là. Bon. Voilà. Oui, je crois qu'aussi, quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans le portefeuille d'épargne, 80% de cette épargne, c'est vraiment de l'épargne à vue, très volatile. Et c'est l'effet de grand nombre qui permet justement de pouvoir utiliser cette épargne, même s'il est très volatile, de la recycler en crédit. Donc c'est seulement le 20% qui a plus de chances d'être rémunéré. Et troisième élément également, il faut savoir que cette fonction crédit vraiment s'est développée ces dernières années. Parce qu'au départ, là, c'est la fonction épargne qui a été toute la construction institutionnelle s'est faite autour de cette fonction d'épargne-là, la disponibilité, la sécurisation. Mais à partir du moment où aujourd'hui on est capable, on a très bien développé des fonctions de crédit, la fonction de crédit qui rapporte effectivement, la plupart des réseaux ont commencé à rémunérer les dépôts. Bon, concernant, avant de te passer la parole. Oui, sur les plans. Non, tu veux, vas-y. Bon, concernant peut-être la confiance. Et concernant également les garanties. Bon, écoutez, là où il y a. Vous savez, l'homme et l'argent, c'est deux produits quand même explosifs. Hein. Bon. Et puis, en cas de problème, vous savez, il n'y a pas un marché où on peut vendre un peu la confiance. Donc, c'est à quoi on a été confronté dans toute cette construction. C'est que d'abord, on est parti donc des institutions de petite taille, de proximité sociale et géographique, où tout le monde se connaissait, où la parole donnée avait une valeur, à des institutions de plus en plus de grosse taille, où effectivement la parole vaut ce qu'elle vaut, mais il faut se protéger également. On a connu quand même des successifs d'impayés qui ont fait qu'effectivement toute la notion de la garantie, à la garantie morale, quand même on a amené la garantie matérielle. Je peux vous prendre des programmes d'accès des femmes au crédit où effectivement on joue encore sur la caution solidaire. Parce que cette solidarité, elle est réelle, elle existe. Mais lorsque vous partez dans un milieu urbain avec des quartiers urbains en transition, la caution morale ne vaut que ce que vaut la parole que la personne donne. Donc on est obligé quand même d'introduire de plus en plus et demander un peu plus de garantie matérielle, même si fondamentalement ça récautionne tout ce qu'on fait. Oui, sur l'épargne, donc je crois que les deux motivations essentielles, c'est la sécurité et c'est la possibilité d'avoir du crédit, parce qu'en général le crédit est lié à un certain montant d'épargne qui est bloqué et donc qui sert de garantie.
Et donc le problème de la rémunération de l'épargne, quand on discute avec les sociétaires, c'est jamais un problème qui ressort en premier. Bon, en milieu urbain, pour les gens qui ont beaucoup d'épargne, donc là, ils prennent des DAT, donc qui eux sont rémunérés, mais la petite épargne, ça correspondrait à des sommes vraiment très très petites et à des coûts de calcul des intérêts qui seraient exorbitants, enfin qui couvriraient tout ça. Donc l'idée c'est plutôt que les bénéfices soient mis en fonds propres ou en fonds social. Mettons le PAMECAS au Sénégal fait des dons pour qu'il y ait des moustiquaires imprégnés, pour qu'il y ait des gens qui puissent aller à la Mecque, etc. Donc rémunérer la petite épargne, c'est vraiment pas dans les priorités des sociétaires. Je crois même que les gens payent même pour pouvoir mettre leur petite épargne en sécurité. C'est ça le principe du banquier ambulant qui est fort répandu dans des pays comme le Togo et le Bénin. On peut passer à la péréquation ? Oui. Oui, on va essayer d'être rapide. Bon, la péréquation, elle se pose, à mon avis, à deux niveaux. Le premier problème, c'est la péréquation entre les fonds, les excédents de trésorerie qui peuvent être dégagés en milieu urbain, et puis la péréquation au sens où de l'équilibre global financier du réseau. Et là, les situations sont assez différentes. Mettons, si vous prenez le Togo, les caisses rurales ont suffisamment d'épargne pour payer les petits prêts du milieu rural de leur propre caisse. Et donc, chaque caisse conserve son autonomie. Mais dans le cas du Burkina, vous avez eu un excédent, disons, d'épargne dans le milieu urbain, et des besoins assez importants pour développer les programmes féminins. Puisque les programmes féminins, l'épargne n'était pas préalable, elle était concomitante de petites sommes, et donc il y avait un besoin financier important. Et là, c'est l'épargne des urbains qui a permis de financer les programmes de crédit des femmes rurales. Donc ça, c'est le premier type de péréquation. L'autre type de péréquation, c'est effectivement que les caisses rurales, avec leurs coûts d'approche et de gestion, arrivent juste à l'équilibre, enfin, et ne dégagent pas beaucoup d'excédents, alors que les caisses urbaines arrivent à payer l'essentiel des frais généraux des réseaux. Merci. Peut-être très rapidement la question sur l'impact des sociétés minières. Oui, alors là, il y en a c'est réduit, je crois. Aucune. Voilà. D'accord. C'est deux mondes différents. C'est comme les banquiers d'un côté. Avec les banquiers, il y a quand même des passerelles, mais avec les sociétés minières, non. Ok. Il y avait encore une question. Dernier. C'est bon? Alpha, oui. Bon, peut-être un peu sur la péréquation, si vous permettez. Et en termes de péréquation, donc, ce dont on fait attention aussi, c'est que quand vous avez des caisses déficitaires et des caisses excédentaires, a priori, on ne fait pas un transfert des excédents d'une caisse vers l'autre. Parce qu'il faut éviter aussi qu'on encourage la mauvaise gestion. Donc, on a développé quand même des mécanismes alternatifs de fonds de sécurité qui font que, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'une caisse rurale qui se met en place va être déficitaire pendant 5 ans. Et bien, il faut analyser ces déficits-là. Si c'est lié à des détournements ou à des choses, il n'est pas question que le fonds de sécurité intervienne pour verser des subventions pour que cette caisse ne disparaisse pas. Je pense que dans la péréquation, il faut garder un centre d'autonomie aussi pour que les gens prennent leurs responsabilités et prennent en charge ce qu'ils font. Donc cette péréquation se fait, mais vraiment à travers des mécanismes très très stricts du fonds de sécurité. La toute dernière question. Merci, Christian Descours, Bourse de Luxembourg. J'ai lu la fiche descriptive de la CIF dans votre documentation et j'aurais quelques questions, enfin une question en 3 dimensions. La première, c'est donc c'est devenu une société anonyme en 2002. Le siège est au Burkina.
Et puis j'aurais une question sur la part des différentes juridictions. Donc la CIF, Société Anonyme depuis 2002, Société Anonyme, donc il est à but lucratif. Est-ce que la société fait des bénéfices? Si oui, quelle est l'affectation des bénéfices? Est-ce qu'il retourne aux sociétaires? Deuxièmement, pourquoi avoir choisi le Burkina comme siège de la CIF? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Est-ce qu'il y a des raisons fiscales? Est-ce que le Burkina serait le Luxembourg de l'Afrique de l'Ouest? Ça saurait. Et, Pas pour le climat. Troisièmement, donc, quelle est la part des différents des 5 pays? Moi, avec mes préjugés, j'aurais dit a priori que le Sénégal serait le numéro 1 dans les montants des dépôts. Je me trompe probablement. Voilà. Merci. Merci. Alpha. Rapidement. Question en 3 dimensions. Voilà. Le CIF en tant que société anonyme. Bon, je pense que d'abord, le choix de faire du CIF une société anonyme procédait quand même aussi de l'évolution des coopératives d'épargne et de crédit. Parce que tout le modèle qu'on bâtissait était bâti sur les coopératives d'épargne et de crédit, mais on voulait quand même mettre le pied aussi dans le monde des affaires. Et dans le monde des affaires, généralement, c'est les sociétés anonymes. Il fallait qu'on exerce un apprentissage là-dedans également. Mais ce qui était intéressant aussi, derrière ça, la question fondamentale, c'est qu'on a toujours été des assistés. En décidant de mettre en place le CIF comme société anonyme, on demandait aujourd'hui au réseau de passer de la situation d'assisté à une situation d'actionnaire. Donc, les mises de fonds pour prendre en charge la société qu'ils veulent créer. Donc, en retour, toute la gestion, au bout des 4 ou 3 ans de gestion, effectivement, le CIF a rémunéré les actions des actionnaires. On a fait des bénéfices et ces bénéfices ont été redistribués aux actionnaires. Et les actionnaires, c'était exclusivement les réseaux. L'intérêt de ça, c'était aussi montrer à nos membres qu'on est capable d'aller dans des domaines d'investissement sans pour autant perdre leur épargne. Ça, c'était très, très important. Donc, je pense qu'on voulait quand même aussi mettre le pied dans la culture du monde des affaires. Bon, pourquoi le choix du Burkina? Le choix du Burkina parce que je pense que ça a été, dans toute cette construction régionale, la Fédération des caisses populaires du Burkina a joué un rôle majeur. Donc, vous savez, nous, on est très africains, donc par reconnaissance, on a demandé que le siège soit au Burkina. Premièrement, mais deuxièmement, si on doit jouer, pour faire banquier, si on doit jouer sur les actifs, la Fédération des caisses populaires du Burkina a le plus gros actif. Donc, on a essayé de lier l'africanité à la rentabilité. De toutes les façons, le choix du Burkina au Burkina. C'est ça l'innovation financière. Bon, C'est le lieu central quand même. Hein. Oui. Et puis, bon, en termes de coûts, quand vous parlez du Sénégal, mais bon, il y a un Sénégalais dans la salle. Tu peux y aller, tu peux dire ce que tu penses. Bon, s'il n'y a pas de Sénégalais dans la salle, je vais me libérer. Bon, en termes de coûts, je pense que le Sénégal coûte excessivement cher. Parce qu'à un moment donné, le siège du CIF, on avait voulu faire en Côte d'Ivoire ou à Dakar. Bon, les coûts étaient multipliés par 3 ou 4, quoi. Et puis nous, quand même, le Burkina a une tradition d'homme intègre. On vit, la terre est ocre. On mange une fois par jour. Donc on a le sens quand même des économies. Bon, c'est ça qui explique le choix. Maintenant, la CIF. Pourquoi la CIF? Bon, la CIF, en fait, le CIF SA, on a été confronté à un certain ensemble de problèmes. Parce que le CIF SA était axé innovation, développement des produits. Sauf qu'aujourd'hui, avec la complexification financière des réseaux, il y avait énormément de préoccupations au niveau des réseaux. Ils nous ont dit, bon, le développement des produits, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Vous regardez aujourd'hui, en termes d'actifs aujourd'hui, les 6 réseaux membres d'ici sont à 200 milliards de francs CFA d'actifs. Et curieusement, pendant qu'on était CIF SA, on était interpellé par la BCEAO pour assurer la surveillance financière. On était interpellé par la BCEAO pour la représentativité. Par exemple, pour la nouvelle loi, le CIF, la BCEAO a interpellé le CIF pour qu'il fasse des propositions sur l'amélioration de la loi. Donc, à l'interne, avec la croissance qu'on observait à l'externe, on était à la croisée des chemins
Et donc, le mandat du CIF-SA était trop petit pour prendre en charge tout l'ensemble des préoccupations des réseaux. Donc, ce qui nous a amené donc à aller vers la confédération où, outre le développement du produit, on va être axé surveillance financière, on va prendre en charge également la fonction informatique. Mais ce qui est très, très important, c'est que ça nous donne aussi un moyen légal de pouvoir soit avoir une banque ou une compagnie d'assurance par l'agrément unique. Parce que les banquiers nous aiment bien tant que nous sommes dans notre coin. Mais dès qu'on veut demander un certain ensemble de services auxquels nous sommes exclus, on nous dit attention, vous n'êtes pas banquier. Donc on s'est dit, ou bien on va prendre en charge, ou bien on va racheter des banques ou on va en créer. Donc ça permet aussi d'élargir la gamme de services qu'on donne à nos clients. Merci. La BCEAO étant la banque centrale qui réglemente l'union monétaire en Afrique de l'Ouest. J'invite M. Zoukoli